Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Peu importe à quel moment vous écoutez votre émission d'information, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine, à l'émission, on va parler de programmes d'aide de restauration de bâtiments patrimoniaux et d'aide médicale à mourir. Si ça a suscité votre curiosité, alors c'est parti pour vos infos TCBH. On commence tout d'abord avec une entrevue que j'ai pu obtenir avec le préfet de la MRC Les Basques, M. Bertin Denis, concernant le programme d'aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux de la MRC. La MRC Les Basques lance son programme d'aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux. Et pour m'en parler, je rencontre Bertin Denis, le préfet de la MRC Les Basques. Bonjour, M. Denis. Bonjour, Marc-André. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Bien sûr, bien sûr. Donc, on parle d'un programme d'aide pour la restauration des bâtiments patrimoniaux. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Bien, je veux d'abord nous mettre dans le contexte. Là, ça vient de la loi sur le patrimoine bâti qui a été passée en 2019. Puis, ça a donné à la MRC l'obligation, c'est-à-dire que ça va donner à la MRC l'obligation d'avoir soin de ces bâtiments patrimoniaux, c'est-à-dire tous les bâtiments construits avant 1949. Nous, on a le devoir, on a engagé une agente en patrimoine qui va faire une espèce de recensement de l'ensemble des bâtisses qui se classent là, dans ce domaine-là sur l'ensemble de la MRC. Suite à ça, le gouvernement, c'est bien beau de dire tu mets un programme, là, généralement, ça crée des obligations aux propriétaires de ces bâtiments-là. Là, ils se sont dit, on va aider ces gens-là à améliorer leurs bâtiments. Pour ce faire, à la MRC des Basques, on a reçu une subvention en septembre 2019 de mémoire, ou 2021, c'est-à-dire un montant de 105 000 que nous, on a bonifié de 45 000 Ça veut dire que ça nous donne 150 000 à dépenser en aide aux personnes, aux propriétaires de bâtiments patrimoniaux, déclarés patrimoniaux ou déclarés d'intérêt patrimonial. On a 150 000 sur 3 ans pour les aider à faire leur rénovation, leur réparation. Bien souvent, là, avant de faire des réparations, ça prend une espèce de bulletin de santé. On peut aussi aider les propriétaires avec cette subvention-là. 150 000 sur 3 ans, c'est pas un montant faramineux. C'est pour ça qu'on va aller dans des petits projets pour essayer d'en faire le plus possible. On parle de projets, on parle de bâtiments patrimoniaux tenus par des propriétaires privés, des organismes communautaires. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, je crois qu'il faudrait revoir les critères là, du ministère. Je pense que il y a des immeubles là, qui ne sont comme les immeubles municipaux. Ça, ce n'est pas accepté.
Idéalement, là, c'est un propriétaire privé qui détient un bâtiment patrimonial. Généralement, c'est ceux qui reçoivent le plus, qui ont le plus de potentiel de recevoir une aide. OK, OK. Et dans la MRC Les Basques, on peut compter à ce jour combien de bâtiments qui sont déclarés patrimoniaux? Bon, c'est là où le bas blesse. Il y en a quelques-uns. Présentement, il y a le manoir Riou-Belzile et l'église de Trois-Pistoles qui sont vraiment recensés, qui sont vraiment inscrits au patrimoine. Notre agente a commencé son travail. Il n'y a pas de compilation de fait jusqu'à maintenant. Elle a 2 ans pour faire son travail. Je pense que avec ces 2 ans-là, dans ces 2 ans-là, à mesure que on va accepter des bâtiments sur la liste, ils seront éligibles au fur et à mesure à la subvention. OK. Et si on parle de critères d'admissibilité, on peut parler de quel type de critères pour les propriétaires? Ben, c'est une maison qui a été construite avant 1949, ou une grange, ou un bâtiment quelconque qui a été construit avant 1949, qui a vraiment un intérêt patrimonial. C'est sûr que des granges qui sont faites sous le même style, ça a peu d'intérêt patrimonial, mais une grange particulière, d'un style particulier, ça peut être calculé. Une maison, un bungalow, là, oublie ça, là. Des bungalows, il y en a à tonnes. Ça prend vraiment une maison avec une architecture, une construction, une architecture identifiable, d'une méthode de construction identifiable des années des anciennes années. Là. OK, OK. Puis lorsqu'on dit restauration, c'est bien sûr l'entretien, disons, pour redorer ce bâtiment-là et non les frais courants comme le chauffage et tout ça, là. Non, c'est clair. Là, comme les églises vont être admissibles, ce que tu reconstruis, il faudra le reconstruire comme à l'origine. C'est sûr qu'il y a des matériaux peut-être qui n'existent plus, là, mais il faudra se rapprocher le plus possible de l'architecture d'origine. Et on parle d'une aide financière là, gouvernementale, mais c'est quel ministère qui s'occupe de ça? Ça, c'est le ministère de la Culture. C'est une aide financière qui nous vient du ministère de la Culture. Nous, on l'a bonifié avec notre fonds Région Ruralité Volet 2. On investissait déjà des montants importants là, dans la culture et le patrimoine. On a réservé une partie pour ce programme-là. OK. Et les potentiels propriétaires de bâtiments patrimoniaux qui seraient intéressés à avoir plus d'informations peuvent s'informer de quelle manière auprès de la MRC? Ben, ils appellent à la MRC des Basques. Idéalement, ils demandent à parler à l'agente en patrimoine. C'est elle qui va lui donner les meilleurs renseignements là, pour la suite des choses. Son classement, qu'est-ce qu'on peut faire chez ce propriétaire-là. C'est elle qui connaît les critères, c'est elle qui devra faire le recensement, donc elle connaît tous les critères nécessaires. Bertin Denis, vous êtes le préfet de la MRC Les Basques. On vous remercie beaucoup pour ce temps d'antenne sur le programme d'aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux. Merci. C'est un plaisir. Merci. Bye-bye. À présent à l'émission, on va parler d'aide médicale à mourir, mais plus spécifiquement de droit de mourir dans la dignité. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez à l'écoute, on vous présente une conférence de M. Georges L'Espérance, qui est docteur, qui est neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Le 6 novembre dernier, je me suis rendu à Saint-Simon-de-Rimouski, plus précisément en l'église de Saint-Simon, parce que la Brigade verte organisait une conférence présentée par le docteur Georges L'Espérance sur mourir dans la dignité.
M. L'Espérance est neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Je lui ai demandé tout d'abord de quoi traitait sa conférence. On va faire la mise à jour, si vous voulez, de l'état des lieux, c'est même que je l'appelle ça, sur les lois sur l'aide médicale à mourir au Québec comme au Canada. Donc, actuellement, quels sont les gens qui peuvent demander l'aide médicale à mourir, comment ça se passe et quelles sont les restrictions encore maintenant à l'aide médicale à mourir et quel est l'avenir, ce sur quoi les gouvernements travaillent pour faire un élargissement de l'aide médicale à mourir et nous aussi comme association, de même que plusieurs autres organismes citoyens. J'ai poussé ma curiosité un peu plus loin et j'ai demandé au Dr L'Espérance un peu plus de détails concernant la présentation. Dans un premier temps, je vais présenter très brièvement l'association, qui est une association citoyenne, bénévole. Dans un deuxième temps, je vais faire le tour, si vous voulez, de la genèse des lois au Canada et au Québec, des lois sur l'aide médicale à mourir, et en passant par le code criminel, bien sûr, qui relève du fédéral. Et puis, nous allons parler aussi de l'avenir, qu'est-ce qui se passe avec les mineurs matures, avec les problématiques de santé mentale, ainsi qu'avec les directives, les demandes médicales anticipées pour les patients qui souffrent d'une problématique de démence, ce qu'on appelle les pathologies neurodégénératives cognitives. Ce qui intéresse généralement beaucoup les gens en raison du vieillissement de la population et de la prévalence de ces maladies-là. Le droit de mourir dans la dignité, c'est un sujet assez d'actualité. Eh bien, j'ai demandé au Dr L'Espérance pourquoi est-ce qu'une telle présentation d'informations était rendue nécessaire. Bien, d'une part, il faut que les gens soient informés des lois, il faut qu'ils soient informés de leurs droits. Il faut que les médecins aussi, le personnel soignant de façon générale, soient informés des lois. On se rend compte que malheureusement, il y a encore beaucoup de gens dans le système de santé qui sont plus ou moins bien au courant des lois qui existent pourtant depuis 2014 au Québec et 2016 au Canada. Donc ça, c'est un premier aspect. Je pense que l'aspect le plus important, c'est la question de l'information de la population sur leurs droits. Quels sont les critères aussi pour obtenir l'aide médicale à mourir? Comme je le répète toujours, pas seulement moi, tous mes collègues qui faisons de l'aide médicale à mourir, demander l'aide médicale à mourir, c'est un droit. L'obtenir, ça dépend des critères. Il faut que le patient rencontre les critères, bien entendu, tels que définis par la loi. Je vous l'ai dit, Georges L'Espérance est neurochirurgien. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a amené à parler de ce sujet-là précisément. Oh, c'est une longue histoire qui vient de ma formation, neurochirurgie, d'avoir vu beaucoup de patients qui étaient, disons, qui avaient plus de vie relationnelle et aussi des problèmes d'éthique qui m'ont intéressé depuis toujours. Et donc, la question finale, c'est, tout le monde passe par ce passage de la mort. Est-ce qu'on est obligé d'attendre l'agonie finale pour obtenir la mort ou si plutôt on ne doit pas respecter l'autonomie des patients ainsi que leur dignité? Et moi, c'est le point de vue, évidemment, sur lequel j'abonde, comme tous mes collègues aussi. L'aide médicale à mourir, c'est un soin qui est légal, qui est légitime, qui est compassionnel et qui amène les gens dans la dignité et l'autonomie, prendre leurs propres décisions pour leur fin de vie. C'est ça qui est le plus important, finalement. Finalement, je me suis intéressé à savoir qui avait amené M. L'Espérance à faire sa présentation à Saint-Simon-de-Rimouski. C'est parce que on habite, mon épouse et moi habitons Saint-Simon-de-Rimouski depuis une dizaine d'années maintenant, même si on va à Montréal régulièrement, parce que je vois des patients là-bas pour l'aide médicale à mourir. Mais nous sommes ici bien implantés dans le milieu et je fais partie de ce qu'on appelle la brigade verte, c'est-à-dire des gens qui veulent améliorer la beauté des lieux. Et les gens avec qui je travaille m'ont dit, ça serait intéressant que tu présentes l'aide médicale à mourir, où est-ce qu'on en est? Comme je suis le président de l'association, voilà, c'est pour ça. Puis pour faire de l'information. Vous venez d'entendre en bref les propos du Dr Georges L'Espérance. Eh bien maintenant, je vous invite à assister à sa présentation. D'ailleurs, je tiens à remercier le Dr L'Espérance de nous accorder la diffusion de sa présentation sur nos ondes. Bon visionnement. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour cette conférence sur l'aide médicale à mourir. Mon nom est Georges L'Espérance, je suis neurochirurgien de formation. J'ai pratiqué dans la région de Québec et aussi par la suite à Montréal, surtout en traumatologie, professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine. J'ai fait une maîtrise en administration des services de santé qui, à l'époque, m'a amené dans la région ici. Et je suis cofondateur d'un cours en médecine d'expertise et je suis président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. L'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité a été fondée en 2007 par Mme Hélène Bolduc, qui est une ex-infirmière
et qui a amené l'association jusqu'en 2014, lorsque les lois au Québec ont été introduites pour l'aide médicale à mourir. Par la suite, j'en suis devenu le président en 2014. Notre mission actuelle, étant donné que l'aide médicale à mourir est maintenant dans les lois, mais pas complètement, notre mission actuelle, c'est d'être capable que chaque citoyen puisse obtenir l'aide médicale à mourir au moment où il le jugera utile en présence d'une maladie neurodégénérative cognitive. C'est le grand terme pour parler des démences, Alzheimer et autres. Actuellement, une personne peut obtenir l'aide médicale à mourir si elle a une maladie neurodégénérative telle que l'Alzheimer, mais elle doit obtenir l'aide médicale à mourir alors qu'elle est encore bien consciente et qu'elle est apte à décider pour elle-même, ce qui fait qu'elle peut perdre des semaines ou des mois d'une vie qui pourrait être encore très intéressante. Alors, ce pourquoi on travaille, et les gouvernements aussi, je dois dire, c'est pour donner le droit à chaque citoyen qui va avoir eu un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive de pouvoir obtenir l'aide médicale à mourir, même s'il n'est plus apte au moment où il va la recevoir. L'association est formée de bénévoles, nous sommes 7. L'association était purement une association sans but lucratif c'est toujours une association sans but lucratif, mais nous n'avions aucune subvention. Depuis 2020, nous avons une subvention qui nous a permis d'engager une directrice générale qui fait beaucoup de travail pour nous. Qu'est-ce que fait l'association? Du travail auprès des parlementaires et des gouvernements fédéraux et provinciaux, provincial surtout pour le Québec, l'information continue auprès de nos membres, la mobilisation publique et des prises de parole médiatiques, ainsi que l'accompagnement par de l'information aux familles et de la pédagogie. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un bref historique des lois sur l'aide médicale à mourir, tant au Québec qu'au fédéral. Par la suite, on va regarder où nous en sommes actuellement dans les lois sur l'aide médicale à mourir. Et on va regarder ce qu'on attend pour l'avenir. Et quand je parle d'avenir, c'est l'avenir assez immédiat. D'abord, pourquoi l'aide médicale à mourir? Bien, l'aide médicale à mourir, c'est dans le respect de l'autonomie du patient. Le plus gros argument, c'est celui-là, c'est-à-dire que l'ère du paternalisme médical est terminée depuis quelques années, tout de même, heureusement. Et maintenant, c'est le patient qui est au centre de toutes les décisions. Vous le savez, si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous offre un menu, si vous voulez, thérapeutique, mais c'est vous qui décidez ce que vous voulez avoir comme traitement ou non. Il n'y a aucune obligation. Le deuxième pilier sur lequel s'appuie l'aide médicale à mourir, c'est bien sûr le respect de la dignité, le principe de dignité, de liberté de choix du patient. Et comme avait dit une patiente il y a un bon bout de temps déjà, j'ai jamais choisi de venir sur Terre, de naître, mais au moins je peux choisir comment je vais finir ma vie et décider de ma date de départ. Plusieurs ont dit, bien là, si on donne l'aide médicale à mourir au Québec, au Canada, ça va être une catastrophe, ça va être l'hécatombe. Les docteurs vont pouvoir avoir des lits dans les hôpitaux où ils vont faire mourir le monde, et puis ça n'a pas de bon sens. Tous les handicapés, on va les tuer. C'est le mot que les opposants aiment bien employer. Nous, on ne l'emploie pas du tout, parce que dans le mot « tuer », il y a le mot « non », ce n'est pas volontaire. Alors que l'aide médicale à mourir, la première préoccupation, c'est le patient lui-même qui demande l'aide médicale à mourir. Dans les données 2020-2021 au Québec, c'est-à-dire pour la période qui s'est terminée au 31 mars 2021, on n'a pas encore les données actuelles, on devrait les avoir sous peu, mais nous ne les avons pas. Sur à peu près, au Québec, il y a autour de 65 000 décès par année dans les dernières années. On exclut la COVID dans ça, là. Mais pour les fins de calcul, autour de 65 000. Il y a 3,3 % des patients qui sont décédés par aide médicale à mourir. Alors, c'est pas du tout une hécatombe. Si on met ça à l'envers, ça veut dire qu'il y a plus de 95 % des patients qui meurent de leur belle mort, belle entre guillemets, mais qui meurent parce qu'ils veulent aller au bout de leur maladie, ils veulent voir leur petite-fille ou leur arrière-petite-fille se marier ou avoir son diplôme d'études collégiales. Bref, les gens veulent vivre de façon très générale. Donc, c'est très peu de gens qui demandent l'aide médicale à mourir en bout de ligne. L'immense majorité de la population est donc favorable à l'aide médicale à mourir. Voici les chiffres sous forme de courbe. Évidemment, en 2015-2016, au Québec, il n'y en avait pas parce que la loi ne le permettait pas. Et vous voyez qu'il y a une lente progression. Et en 2020-2021, il y a eu un peu plus de 2400 décès par aide médicale à mourir au Québec. Si on regarde dans cette dernière période-là, quelle était la cause pour demander l'aide médicale à mourir? Bien, c'est essentiellement du cancer, dans près de 75 % des cas.
et dans quelques cas, des maladies neurodégénératives neurologiques. Lorsqu'on parle de maladies neurodégénératives neurologiques, ce sont la sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, Parkinson, enfin, tous des noms que vous connaissez, mais qui peuvent donner accès à l'aide médicale à mourir, même avant que la loi ait été changée en 2021. Mais maintenant, ça va devenir probablement un petit peu plus important. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires. Ceux qui fréquentent les hôpitaux, vous avez peut-être entendu le terme MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique, de l'emphysème, etc. Les gens qui sont rendus au bout de leur capacité pulmonaire puis qui se promènent avec une bonbonne d'oxygène, etc. Bien, c'est ces gens-là, c'est une partie de ces gens-là qui demandent l'aide médicale à mourir. Pour le Canada, on a des données pour toute l'année 2021. C'est des données qui sont relativement fraîches. Le rapport est sorti il y a à peu près un mois ou deux. Alors, en 2021, il y a eu 10 000 cas d'aide médicale à mourir au Canada. Ça comprend les territoires, etc., et ça inclut le Québec. C'est 3,3 % de tous les décès au pays. Donc, vous voyez que les chiffres du Canada recoupent tout à fait les chiffres du Québec. L'âge moyen est de 76 ans. Alors, de dire, comme certains opposants, qu'à 40 ans, tout le monde dépressif va demander l'aide médicale à mourir, c'est complètement faux. L'âge moyen, c'est quand même le dernier quartile de la vie à 73 ans. C'est le cancer dans 65 % des cas, puis vous voyez la déclinaison des autres pathologies, troubles neurologiques, etc. Il y a des mythes aussi autour de l'aide médicale à mourir. Vous avez ceux qui ont suivi le dossier, vous avez peut-être entendu dire certains groupes de pression. S'il y a de l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'il n'y a pas assez de soins palliatifs. Et s'il y avait plus de soins palliatifs, bien, il n'y aurait pas de demande d'aide médicale à mourir, ce qui est complètement faux. Les chiffres ne démontrent absolument pas cela. En effet, 80 % des patients qui ont reçu l'aide médicale à mourir avaient reçu des soins palliatifs de grande qualité. Parmi les 20 % qui restaient, 88 % avaient accès à des soins palliatifs de qualité, mais n'en voulaient pas, pour toutes sortes de raisons. C'est les raisons qui les regardent. Donc, de dire que l'aide médicale à mourir se fait parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs, c'est faux, c'est tout simplement faux, à la seule lumière des chiffres qui peuvent nous être donnés. L'autre élément qu'on entendait très souvent, c'est de dire que les gens demandent l'aide médicale à mourir parce qu'ils sont handicapés et ils n'ont pas de service, ils n'ont pas de soutien. Ça aussi, c'est faux, parce que 43 % des gens qui ont eu besoin de services de soutien aux personnes handicapées, et parmi ces personnes qui ont eu l'aide médicale à mourir, 87 % en ont eu. Si on tourne les chiffres à l'envers, c'est un petit peu plus de 10 % des gens qui avaient accès à des soins aux personnes handicapées, des services de soutien, et qui ne l'ont pas pris. C'est la même chose pour toutes les affections principales. Donc, l'aide médicale à mourir, c'est un soin, et nous, on parle d'un soin toujours, c'est un soin qui est donné pour des gens qui le demandent, bien évidemment, et toujours après une mûre réflexion. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu accès à un logement, ou ils n'ont pas eu de soins palliatifs, ou ils n'ont pas eu de soutien aux handicapés. 81 % au Canada des demandes d'aide médicale à mourir ont abouti à l'administration de l'aide médicale à mourir. Les 19 % restants qui n'ont pas eu accès à l'aide médicale à mourir, bien là-dessus, il y en a 1,9 %, seulement 2 % qui l'ont retiré. Je fais tout de suite une parenthèse. Quand vous demandez l'aide médicale à mourir, et même si vous dites, bon, ben moi, docteur, on s'arrange, ça va être demain matin, lundi, 7 novembre, à 10 h chez moi. Puis le 7 novembre au matin, à 7 h, si vous dites, ben là, finalement, j'ai changé d'idée, docteur, on peut-tu changer? Aucun problème. L'aide médicale à mourir se décide par le patient lui-même jusqu'à la dernière seconde avant qu'on fasse la première injection. Et là-dessus, 4 % avaient été jugés non admissibles et 13 % sont décédés avant. Ça, il faut dire que ce sont les chiffres qui datent de l'époque où la loi n'avait pas encore été modifiée en 2021. Donc, les gens devaient être en mort naturelle raisonnablement prévisible, autrement dit, être presque à la fin de leur vie, et il y en a qui décédaient avant. Ce qui n'est plus le cas maintenant, on va y revenir dans quelques instants. Alors, quel est l'historique de la loi 2 au Québec, qui s'appelait le projet de loi 52 à l'époque, et maintenant c'est devenu le projet de loi 2, jusqu'au projet de loi C7, qui a amendé le Code criminel. Alors, les grandes étapes sont les suivantes. J'espère que vous voyez bien. Le 10 juin 2014, la loi 2 du Québec a été votée à l'Assemblée nationale suite à une proposition du gouvernement de Mme Marois à l'époque, soutenue par Mme Véronique Yvon, qui a fait un très gros travail. Et le gouvernement du Québec avait donné au gouvernement jusqu'au 15 décembre 2015 pour mettre en vigueur l'aide médicale à mourir au Québec. Donc, il y a eu 15 mois, un peu plus de 18 mois de mise en place dans les hôpitaux. Mais entre-temps,
Puis il faut dire aussi qu'au Québec, l'aide médicale à mourir était enchâssée dans les soins de santé. C'est pour ça qu'il y a une différence avec le fédéral. Entre-temps est survenu le 6 février 2015, donc très peu de temps après, la décision de la Cour suprême dans la cause Carter-Taylor. C'est Mme Carter et Mme Taylor qui avaient une sclérose latérale amyotrophique. Mme Carter avait une sténose spinale lombaire, c'est-à-dire qu'elle avait de la difficulté à marcher. Et donc, la Cour suprême, en 2015, a porté sa décision à l'unanimité. 9 juges sur 9 ont décidé que l'interdiction pour un professionnel de la santé d'aider une personne à mourir avec des conditions adéquates était non constitutionnelle parce que ça allait contre la Charte des droits et libertés. Et donc, c'est une décision absolument remarquable qui a fait marquer la jurisprudence. Et donc, au 6 février 2015, la Cour suprême a dit au gouvernement fédéral, vous avez 12 mois pour modifier le code criminel pour enlever l'interdiction de l'aide médicale à mourir par des soignants, surtout médecins et infirmières, bien sûr. Et donc, c'est le 17 juin 2016, par le truchement de la loi C-14, le code criminel a été amendé au fédéral. Donc, vous voyez qu'il y a un petit délai de 6 mois entre le Québec et le fédéral, où on a fonctionné sous ces deux systèmes pendant 3 ans, jusqu'au 11 septembre 2019. Qu'est-ce qui est arrivé au 11 septembre 2019? La cause Gladu-Truchon. Vous en avez entendu parler dans les journaux, certainement. Mme Gladu et M. Jean Truchon, qui sont allés jusqu'en cour pour dire que l'aide médicale à mourir était... c'est-à-dire que la limite ou le critère d'être en fin de vie ou d'avoir une mort naturelle raisonnablement prévisible selon le Code fédéral était non constitutionnel parce qu'elle ne respectait pas le jugement de la Cour suprême. La juge Christine Baudouin de la Cour supérieure du Québec a fait un jugement extraordinairement étoffé. Mon épouse et moi, nous avons écouté tout le jugement pendant 2 mois de temps, toute la Cour, les présentations. Et la juge Baudouin était d'une extraordinaire écoute envers les 2 témoins, c'est-à-dire Mme Gladu et M. Truchon. Incidemment, M. Truchon a eu l'aide médicale à mourir 3 ou 4 mois après la décision, alors que Mme Gladu est décédée au printemps dernier, de façon tout à fait naturelle, même si elle avait pu avoir l'aide médicale à mourir. Vous voyez ici l'espèce de poids. Si vous avez le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir, ça vous donne une certaine sérénité qui vous permet d'avancer avec vos problématiques et puis de mourir de la façon dont vous le voulez, soit avec l'aide médicale à mourir, soit autrement, ce qui est arrivé à Mme Gladu. Et donc, la cause Gladu-Truchon, Mme la juge Baudouin a indiqué que le critère de fin de vie, qu'il fallait être en fin de vie pour obtenir l'aide médicale à mourir, ça c'est au Québec, et le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible au fédéral était anticonstitutionnel, ne respectait pas le jugement de la Cour suprême. Juste avant l'adoption de la loi C-14 au fédéral en 2016, j'étais allé à la Chambre des communes comme témoin et les députés et les autres m'avaient demandé qu'est-ce que je pensais de ce critère de mort naturelle raisonnablement prévisible. Je leur ai répondu que ce critère-là de mort naturelle raisonnablement prévisible débutait à la naissance. Ils n'ont pas trop aimé ma réponse, mais il reste que pour les médecins, c'est un critère qui n'a aucun sens. C'était peut-être bon pour des avocats ou pour des législateurs, mais pour les médecins, ça ne veut rien dire, une mort naturelle raisonnablement prévisible. Et c'est ce qui a amené beaucoup de décalage entre les décisions au Québec et celles dans le reste du Canada. Donc, le Québec a décidé de ne pas porter ce jugement-là en appel et le fédéral a décidé, tant qu'à être là, on va changer notre loi complètement et le gouvernement fédéral a apporté une autre modification à la loi qui est le 17 mars 2021, l'adoption de C7. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Les critères pour recevoir l'aide médicale à mourir sont les suivants. Il faut être une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie. Ça, c'est au Québec comme au fédéral. C'est pas pour que les docteurs soient payés. C'est pour éviter, à l'époque, qu'il y ait du magasinage interprovincial, par exemple des gens de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick qui viendraient au Québec pour obtenir de l'aide médicale à mourir. Et le fédéral a mis la même règle au Canada pour pas que les Américains ou n'importe qui ailleurs dans le monde puissent venir ici pour obtenir l'aide médicale à mourir. Il faut être majeur, donc 18 ans et plus, et il faut être apte
à consentir aux soins. Ça, c'est le point le plus important. Il faut que le patient ait son aptitude. Donc, ce n'est pas le médecin qui demande l'aide médicale à mourir pour le patient, ce n'est pas la famille, ce n'est pas les parents ou les enfants ou vice-versa, c'est le patient lui-même qui demande l'aide médicale à mourir jusqu'à la fin, sauf dans une exception, on va y revenir dans quelques instants. Il faut que le patient soit en fin de vie, à l'époque au Québec. Après ça, il faut qu'il soit atteint d'une maladie grave et incurable, avec un déclin avancé et irréversible de ses capacités et des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables, ne pouvant être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables, que le patient juge tolérable ou intolérable. Pas que le docteur trouve que c'est intolérable, ou le curé, ou l'imam, ou le rabbin, que le patient juge que les douleurs sont intolérables pour lui-même. La Cour suprême, pour sa part, avait indiqué ceci, que la personne touchée consent clairement à mettre fin à ses jours et que la personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, affections, maladies ou handicap. Donc, le fédéral a fait sa loi, qui était différente de celle du Québec, et le fédéral a indiqué, lui, que l'administration de l'aide médicale à mourir pouvait se faire par un médecin ou par une infirmière praticienne, ce qu'on appelle des IPS. Au Québec, on n'a pas cette portion-là de la loi et on veut l'obtenir. C'est ce qui était dans le projet de loi 38, mais pour le moment, ce n'est pas encore là. Mais c'est ce que tout le monde veut. Quand je dis tout le monde, tous les médecins qui font de l'aide médicale à mourir, le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, tout le monde est d'accord pour que les IPS puissent faire comme dans le reste du Canada. Le deuxième point qui est plus discutable, tant qu'à moi, c'est que le Canada a mis en place la possibilité du suicide assisté. Alors, non seulement le médecin peut donner l'injection, mais il peut aussi, et l'infirmière aussi, faire une prescription pour que le patient, le demandeur, puisse s'injecter ou prendre lui-même les médicaments par la bouche. D'abord, premièrement, dans l'année écoulée, il y a eu 7 suicides assistés dans tout le Canada. Alors, c'est vraiment très, très rare, c'est rarissime. Par contre, il y a à peu près 9% des aides médicales à mourir qui ont été faites par des IPS dans le reste du Canada, particulièrement dans les régions éloignées, et on comprend facilement pourquoi. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le suicide assisté pour la raison suivante. Vous avez beau donner le médicament dans un jus d'orange à votre demandeur, au demandeur, à votre patient, puis être à côté de lui, s'il prend sa gorgée puis qu'il s'étouffe, qu'il en crache la moitié ou qu'il ne prend pas correctement, bien, on va avoir un gros problème parce que là, la famille est autour, nous autres, on est là comme médecins, puis le patient va se mettre à agoniser. Il n'y a rien de drôle dans ça, là, comme les patients qui meurent étouffés. Alors, moi, je ne suis pas très, très favorable à ça. Alors que l'aide médicale à mourir usuelle par intraveineuse, le patient, c'est comme une anesthésie générale et le patient s'endort tout doucement, sans aucun problème. Alors, les critères au niveau fédéral, bien, c'est à peu près la même chose. On peut être content pour une fois que le fédéral copie le Québec. C'est à peu près la même chose. Personne admissible, 18 ans et up, problème de santé grave et irrémédiable, une demande d'aide médicale à mourir de façon volontaire. Mais le fédéral ne peut pas s'en empêcher, toujours un petit peu paternaliste. Fait que là, les députés nous ont dit, on va vous dire, nous autres, c'est quoi une maladie grave et incurable. Alors, ils ont dit que c'est une maladie, une affection, un handicap, un déclin avancé et irréversible, souffrance physique ou psychologique. Ça, c'est important. C'est pas souffrance physique et psychologique ou c'est pas... Ça peut être un ou l'autre. Le patient peut peut-être ne pas avoir de grande souffrance, par exemple une sclérose en plaques qui ne mènera pas à grande souffrance, mais le patient n'est plus capable de faire ce qu'il faisait avant, mais pour lui, c'est une souffrance psychologique et pour plusieurs autres, ça devient une souffrance existentielle. Je donne l'exemple qu'on entend, moi je reçois des appels de toute la province, là, et il y a des gens qui me disent, le docteur, il a refusé ma mère ou ma grand-mère sous prétexte que c'était pas une maladie grave et incurable puis qu'il n'y avait pas de souffrance. Qu'est-ce qu'elle avait, votre mère ou votre grand-mère? Elle a une maladie dégénérative rétinienne, puis elle ne voit plus. Mais pour cette patiente-là qui passait ses journées à lire, puis qui était intellectuelle, disons, et c'était son gros plaisir dans la vie, c'est de lire, bien, si elle a une dégénérescence maculaire, elle ne peut plus rien faire. Et pour elle, c'est une grosse problématique existentielle. Donc, les souffrances physiques ou psychiques ou existentielles. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Le tableau, c'est le suivant. Les critères, donc la personne doit être assurée, elle doit être majeure et apte, une maladie grave et incurable, un déclin avancé et irréversible, des souffrances physiques ou psychologiques intolérables selon elle. Les critères de fin de vie et de mort naturelle raisonnablement prévisibles n'existent plus. Voilà, c'est ce qu'on trouve ici.
Un autre point important, c'est que le déclin irréversible et les souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles, je le répète encore une fois, c'est très important. C'est pas selon ce que pense le docteur, encore moins la famille et encore moins le curé, l'imam ou le rabbin. C'est selon ce que le patient ressent lui-même. Et si le patient dit « moi, j'en peux plus de souffrir de ma plaie de lit sur le mollet qui ne guérit jamais depuis 2 ans », il faut l'écouter. Et c'est pas à nous de décider si « ouais, non, finalement, c'est pas très, très souffrant, me semble-t-il ». Non, non, c'est le patient lui-même qui décide. Dans les lois, tant au Québec qu'au fédéral, c'est une interdiction complète de tous les assureurs, régies des rentes, de qui vous voudrez, d'interdire à une personne d'avoir ses bénéfices d'assurance à cause de l'aide médicale à mourir, même si au Canada, on appelle ça le suicide assisté pour certains, là. Donc, toute personne qui meurt avec l'aide médicale à mourir a le droit complet, total, à 100% d'obtenir tous ces bénéfices qu'elle a eus dans sa vie, que ce soit par des assurances ou pour toute autre chose. Et jusqu'à maintenant, depuis 2015 au Québec et 2016 au Canada, il y a eu 0 réclamation de ce type-là. Par exemple, un assureur qui dira « non, vous avez eu l'aide médicale à mourir, fait que dans nos clauses, là, c'est comme un suicide, puis vous n'aurez pas votre famille n'aura pas la prime. » Non. C'est pas comme ça du tout. C'est un décès. Le décès a été amené par la maladie XYZ. Alors, la loi au Québec est donc, je fais un petit résumé, la loi au Québec en vigueur en décembre 2015, la Cour suprême a une extraordinaire décision. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez retrouver ça sur l'Internet facilement ou sur notre site. La loi fédérale, donc, modification du Code criminel en 2016. Un fonctionnement pendant 4 ans sous ce régime. La cause Gladu-Truchon au Québec en septembre 2019, qui enlève les critères de fin de vie et de mort naturelle raisonnablement prévisible, et le Québec ne s'y oppose pas. Alors, ça, on en a parlé. Donc maintenant, le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible n'existe plus comme critère. Par contre, le fédéral a dit, il voulait jouer un petit peu dans les coins. Alors, il a dit, bon, on va avoir 2 sortes de patients. Ceux dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, puis ceux dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. Alors, ceux dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, les exemples, c'est un cancer, une insuffisance cardiaque avancée, une insuffisance pulmonaire avancée. Alors, ces patients-là, jusqu'en 2021, jusqu'à la modification de la loi fédérale, ces patients-là devaient attendre 10 jours avant d'obtenir l'aide médicale à mourir. Ce qui fait que si vous avez votre parent qui demandait l'aide médicale à mourir, avait des grosses souffrances en raison des métastases osseuses, par exemple, il fallait qu'il attende 10 jours. Puis il fallait qu'il soit apte jusqu'au moment où on faisait l'injection comme médecin. Alors, si les patients s'empêchaient de prendre leur médication contre la douleur pour rester aptes jusqu'à la fin, ce qui était relativement inhumain. Et là-dessus, je dois dire que le gouvernement fédéral nous a bien écoutés, en particulier le ministre Lametti, qui était, je pense bien, à l'écoute de nous, les médecins, puis on a tous dit que ça n'a aucun sens. Donc, les patients qui sont classés mort naturelle raisonnablement prévisible, et il n'y a pas de délai non plus, c'est pas 10 mois, 8 mois, 12 mois, 14 mois, il n'y a pas de délai. Si, selon le jugement clinique du médecin, la mort naturelle est raisonnablement prévisible, et la CAMAP, les médecins canadiens hors Québec, nous disent si elle est raisonnablement envisageable, il n'y a aucun délai. En d'autres termes, Mme Tremblay, y a-t-il une Mme Tremblay ici? Excusez, alors Mme Tartampion d'abord. Mme Tartampion vient me voir, puis elle a le droit à l'aide médicale à mourir, et puis elle me le demande aujourd'hui, elle peut l'avoir demain matin. Si, par contre, vous êtes dans le cadre de mort naturelle raisonnablement prévisible, c'est-à-dire non raisonnablement prévisible, les exemples, c'est la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde sévère, toute autre pathologie qui n'amènera pas la mort dans un délai, disons, envisageable de 2 ans, 3 ans. À ce moment-là, ce patient-là peut obtenir l'aide médicale à mourir. Ça, je vous avoue que mais après 90 jours. Ça ne veut pas dire qu'au 91e jour, il faut qu'il l'ait. Pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a un délai de 90 jours entre le moment où le patient fait sa demande, où le médecin évalue le dossier. Il n'est même pas obligé de voir le patient au début. S'il fait juste évaluer le dossier, le chronomètre commence à courir 90 jours. Et à ce moment-là, le patient peut l'obtenir au 91e jour, mais il peut l'avoir 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Si, par exemple, je vois un patient aujourd'hui, je reprends Mme Tartampion, je vois Mme Tartampion aujourd'hui, elle est dans la 2e catégorie, et elle dit, bon, ben OK, alors moi, mon 90 jours, ça m'amène au mois de février. Je décide le 14 février, tiens, c'est à Saint-Valentin, puis mon mari est mort, fait que, bon, on va prendre le 14 février, ça va bien, parfait, très bien. Puis elle arrive au lendemain de la Saint-Valentin, puis elle dit, savez-vous,
va aller jusqu'à Pâques. J'ai envie de voir ma famille à Pâques. Parfait, on va aller jusqu'à Pâques. Rendu à Pâques, il fait beau. Savez-vous, j'ai mon chalet dans le bas du fleuve, j'aimerais bien ça y aller pendant l'été. Parfait, on va y aller pendant l'été. La personne, tant que la personne reste apte à décider pour elle-même, elle peut obtenir l'aide médicale à mourir. Alors, quelle est la démarche? La démarche, elle est très simple. Et malheureusement, il y en a qui compliquent ça. Mais la démarche, elle est simple. Le patient signe sa demande avec un médecin, une infirmière, un travailleur social, bref, tout professionnel de la santé qui signe la demande avec le patient et un témoin. Le témoin peut être un soignant, peut être quelqu'un qui est autour du patient, ça peut être une infirmière auxiliaire qui connaît le patient, ça peut être quelqu'un de la famille, en autant qu'il n'est pas intéressé dans le testament, bien sûr. Moi, dans les groupes où il y a par exemple, dans des groupes de soutien aux proches aidants, ils me demandent souvent ça, bien, j'ai seulement qu'un neveu, une nièce. Moi, je leur dis, écoutez, si vous avez seulement que votre chalet dans le fond du bois sur votre testament, il n'y a personne qui va venir vous dire là, que vous n'êtes pas un bon témoin. Par contre, si vous avez 5-6 millions en banque, bien là, ce serait peut-être mieux de trouver un autre témoin parce qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, le professionnel a l'obligation déontologique et légale de faire suivre la demande. Ça, c'est probablement ce qui est le plus mal compris de la part du personnel soignant. C'est malheureux, mais malheureusement, c'est encore comme ça. Le professionnel, aucun professionnel n'a l'obligation de donner le soin, c'est-à-dire de faire de l'aide médicale à mourir, qu'il soit médecin, infirmière. Par contre, tout professionnel de la santé qui reçoit une demande a l'obligation de signer la demande et de la faire suivre aux autorités compétentes. En général, c'est la direction des services professionnels ou un groupe qu'on appelle le GIS, mais je n'embarquerai pas dans les détails. Mais dans chaque région, il y a des gens qui reçoivent la demande. Et là, ces gens-là vont, ce qu'on appelle des coordonnateurs, vont donner la demande à Pierre-Jean-Jacques qui va avez-vous de la place? Ben, moi, je reçois peut-être aux 2 semaines, aux semaines. L'espérance, êtes-vous capable de prendre en charge cette demande-là? Je regarde si je vais être à Montréal dans ce temps-là et si je peux le prendre. Il n'y a aucun problème, bien évidemment. Donc, c'est comme ça que ça se passe. N'oubliez pas ça, pour les gens qui sont autour de vous, personne ne peut refuser une demande d'aide médicale, c'est pas une demande, mais une demande d'évaluation d'aide médicale à mourir. C'est une obligation déontologique et légale de faire suivre la demande. Un médecin évaluateur va aller voir le patient pour voir s'il rencontre les critères. Et dans la loi, ça prend un deuxième médecin qui ne fera pas une évaluation aussi exhaustive, mais qui va répondre seulement à quelques questions, en particulier, essentiellement, est-ce que le patient rencontre les critères d'aide médicale à mourir tels que précisés dans la loi. Donc, c'est ça que fait le deuxième médecin. Le deuxième médecin, ce n'est pas non plus forcément dans l'ordre chronologique. Le deuxième médecin peut très bien avoir vu le patient en premier. Par exemple, moi, on m'adresse, par les forces des choses, plusieurs patients qui ont des problèmes neurologiques, sclérose en plaques, sclérose latérale hémorragique. Le dernier que j'ai vu, c'est une tumeur cérébrale maligne, c'est dans mon domaine. Mais le deuxième médecin, il avait fait la demande, il a fait donner son avis avant même que moi je voie le patient. C'est simplement ça que ça veut dire. C'est un deuxième avis. Ça ne veut pas dire que c'est successif. Puis par la suite, le demandeur choisit la date à son gré. Bien sûr, si le demandeur choisit le dimanche matin, puis que le médecin est pris le dimanche matin à quelque part à l'urgence ou je ne sais où, bien là, on va s'adapter avec les jours. Mais en général, en tout cas, mon expérience à moi, c'est que les patients et le médecin, on s'adapte très, très bien les uns aux autres. Et pour le demandeur, bien, il y a aussi la question de sa famille. Donc, il faut prendre un certain temps, ma famille va venir, etc. Deuxième point qui est important, le demandeur peut obtenir l'aide médicale à mourir où il le veut. Chez lui, chez ses enfants, si les enfants acceptent, dans sa résidence pour personnes âgées, les résidences pour personnes âgées n'ont pas le droit de refuser l'aide médicale à mourir en leur mur parce que c'est la résidence du patient. C'est dans la loi. Ça peut être fait à l'hôpital aussi. S'il n'y a pas de place chez lui, si la famille ne veut pas, ça peut être fait à l'hôpital. Il y a juste une exception à ça, c'est pour les patients qui font un don d'organes après aide médicale à mourir. Là, il faut le faire évidemment à l'hôpital. On en a tous fait quelques-uns. Moi, j'en suis à 3 ou 4, là. Mais ça se fait dans un cadre, vous allez le comprendre facilement, très, très strict. Le patient est en salle de réveil, la famille est là, toutes les explications sont données et on fait l'aide médicale à mourir à partir du moment où la dernière injection est faite et où on constate qu'il y a un arrêt cardiaque. Là, il y a un petit protocole, la famille doit sortir et le patient s'en va en salle d'opération pour prélèvement d'organes. Donc ça, il y en a de plus en plus maintenant, particulièrement avec les pathologies neurologiques dégénératives, sclérose en plaques, sclérose latérale, Parkinson, etc. Avec le cancer, il n'y a pas de don d'organes possible, bien évidemment.
La formule, elle est très, très simple. Elle est ici. Vous pouvez la trouver sur notre site. Vous pouvez la trouver facilement partout. Votre médecin est capable aussi de la trouver. Il n'y a aucune obligation d'écrire un nom de médecin en haut. Simplement, le patient signe. Si le patient ne peut pas signer, mettons qu'il est paralysé, bien, c'est un tiers de confiance qui va signer pour lui. Le professionnel de la santé signe et un seul témoin. C'est aussi simple que ça. Je rappelle encore une fois, pour tous ceux qui ont de la famille et tous ceux qui ont fait face à certains problèmes, que l'objection de conscience existe pour le soin ou l'évaluation, mais que la déontologie et ou la loi oblige à transférer la demande en dépit de l'objection de conscience. Et l'exemple que je donne toujours, c'est un médecin qui serait opposé à l'avortement. Ça peut arriver. S'il y a une jeune fille de 16 ans qui arrive devant lui et qui lui dit « Je suis enceinte, je vais avoir un avortement. » « Oh non, moi je fais pas ça, je m'occupe pas de ça. » Bon, correct, transférez-moi à quelqu'un. On va revoir ça dans 6-8 mois. Ça ne marche pas très, très bien pour un avortement. Tout le monde s'entend là-dessus. Donc, il y a une obligation légale de faire suivre la formule. C'est un droit d'obtenir, c'est un droit de demander le formulaire, de faire la demande d'être évalué, et c'est un droit d'obtenir l'aide médicale à mourir seulement si le demandeur rencontre les critères. Pour l'avenir, où est-ce qu'on en est? Alors, pour les mineurs matures. Mineurs matures, c'est les jeunes de 14 à 18 ans. C'est très, très rare que des mineurs vont demander l'aide médicale à mourir parce qu'heureusement, les pathologies dont ils souffrent sont très rares. Mais quand il y en a, c'est toujours des saloperies, excusez-moi le terme, mais dans notre langage, c'est ça, c'est des cochonneries. C'est essentiellement des ostéosarcomes, souvent métastatiques. Alors, ils commencent avec une amputation de la cheville, après ça une amputation au genou, après ça une amputation à la cuisse, après ça une amputation de l'hémibassin, avec une colostomie, avec c'est des désastres. Et le jeune qui est dans un hôpital depuis 2-3 ans, qui passe son temps à l'hôpital, à un moment donné, il en a par-dessus le pompon, il n'en peut plus, il sait très bien qu'il va mourir. Alors, s'il a 17 ans et demi, puis il demande l'aide médicale à mourir, parce qu'il n'en peut plus, on va lui dire non, je m'excuse. Souffre encore 6 mois, t'offres 6 mois, là, puis là, tu vas avoir 18 ans dans 6 mois, là, tu ne vas pas le demander. Il y a quelque chose de complètement incongru. Encore une fois, il faut répéter, cependant, que ce sont des maladies très, très rares. Donc, si jamais on donne, j'espère, qu'on va donner l'aide médicale à mourir aux mineurs matures, mais ça va être infime comme nombre. Le deuxième point, beaucoup plus complexe, c'est celui des maladies mentales. Actuellement, il y a un groupe, tous les députés et sénateurs ont un comité au fédéral qui travaille sur l'aide médicale à mourir pour les problématiques de santé. Ils ont 5 thèmes, mais en particulier pour les problématiques de santé mentale. En résumé, même si vous avez seulement, entre guillemets, un trouble de santé mentale, mais qui vous fait souffrir, et souffrir, vous savez que ça peut être extrêmement souffrant, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, de quel droit, comme société ou comme médecin, peut-on dire que votre souffrance est moins pire que celui qui s'est fait amputer d'une jambe ou qui a un cancer? Les patients qui ont des problèmes de troubles de santé mentale sont des patients extrêmement souffrants. Et si on les empêche d'avoir l'aide médicale à mourir, avec des critères stricts, on s'entend, mais ça devient de la discrimination basée sur un diagnostic, ce qui est aussi de la discrimination comme étant basée sur le sexe ou ce que vous voudrez. Bien évidemment, un autre exemple que je donne, aussi stupide qu'il puisse paraître, si le jeune de 20 ans vient me voir et dit « Je veux l'aide médicale à mourir, ma blonde m'a laissé pour mon chum, mon voisin », non, ça ne marche pas vraiment, là. C'est vraiment des épisodes de très, très long terme. C'est sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est sur des décennies d'évolution suivies par des psychiatres, par un groupe de soutien, que ce soit des travailleurs sociaux, tout ce que vous voudrez. Donc, ce sont des gens chez qui les psychiatres vont nous dire il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne. On a tout essayé. Même la sismothérapie, les chocs électriques, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ce patient-là est dans une dépression profonde, dans une mélancolie. On n'est plus capable de le sortir de là. Pour le moment, c'est encore interdit. C'est écrit comme tel dans la loi, dans le Code criminel. Exclusion des problématiques de santé mentale jusqu'en mars 2023. Le gouvernement travaille là-dessus. Il y a eu plein de mémoires qui ont été déposés. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. L'Association des psychiatres du Canada a fait un mémoire remarquable. L'Association des psychiatres du Québec, même chose. Donc, il y a quand même des balises. Bien évidemment, on espère que ça sera mis en place, c'est-à-dire la permission de demander l'aide médicale à mourir, mais vous comprenez tous que les critères devront être très, très stricts, très sélectifs, bien évidemment. Le troisième point, c'est les demandes médicales anticipées. Ça touche le terme que je vous avais dit au tout début, les maladies neurodégénératives cognitives. C'est le même qu'on les appelle.
Celle que vous connaissez le plus, c'est l'Alzheimer, c'est 70% des démences, mais il y a aussi du Parkinson, les maladies démentielles, les maladies dégénératives plutôt à corps de Louis. Il y a les maladies, l'atrophie frontotemporale, etc. Il y a plusieurs types de maladies qui amènent des démences, c'est-à-dire une pathologie neurodégénérative cognitive. Ça, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si le patient a un diagnostic maintenant et qu'il est encore apte à décider pour lui-même, oui, docteur, j'ai un diagnostic d'Alzheimer, je ne veux pas continuer comme ça. Il y a plusieurs patients qui en ont bénéficié jusqu'à maintenant. Moi, un de mes premiers patients, après la mise en place de la loi, il a eu son aide médicale à mourir. On attendait ça tous les deux depuis 1 an et demi, puis je peux vous dire qu'il attendait ça, lui. Et il l'a eu 15 jours après que la loi a été faite. Et c'est un énorme soulagement pour ces patients-là, sachant qu'ils ne seront pas, détériorés par la suite. Ce que l'on veut, et vous avez tous entendu parler de Mme Sandra de Montigny, qui elle a une forme précoce, là, malheureusement, d'Alzheimer. Donc, les demandes médicales anticipées, la personne pourrait dire, bon, ben, je viens d'avoir mon diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive, mettons Alzheimer, et lorsque je serai rendu à telle étape de ma maladie, c'est à moi de décider mes étapes à moi. Qu'est-ce que je ne peux plus endurer selon mes valeurs, selon ma dignité? Mais à ce moment-là, je vais avoir l'aide médicale à mourir, même si je ne suis plus apte à le demander. C'est actuellement ce que l'on veut. Quels sont les critères? Je ne sais pas encore. Personne ne le sait. Pour le moment, il n'y a aucune loi qui a été encore. Il n'y a aucun projet de loi sur la table. Il y en avait un qui a été déposé au Québec en mai 2022, mais qui s'est arrêté en raison de la fermeture de l'Assemblée nationale. On a un bon espoir avec les 4 partis principaux qui ont été élus, puis aussi du ministre Dubé, qu'un des premiers projets de loi, moi j'aimerais bien que ce soit le projet de loi 01, soit sur l'aide médicale à mourir pour les demandes anticipées. Vous comprenez facilement, surtout quand on sait qu'il y a 90, c'est-à-dire qu'au-delà de 90 ans, il y a une personne sur 2 qui va souffrir d'une maladie neurodégénérative cognitive. Bien, beaucoup de gens s'intéressent à cet aspect-là. Et il n'y a personne qui veut se voir finir ses jours en position fétale dans le fond d'un lit. On peut dire ce qu'on voudra, on peut dire que c'est une question d'argent, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la souffrance que le patient ressent, à savoir qu'il va devenir comme ça, dépendant de tout le monde. Donc ça, pour l'instant, c'est sur les tables de travail et je n'ai pas d'espoir que ça avance bien. La population est très en accord avec cela. 80% de la population, c'est un sondage du Collège des médecins à l'automne 2021, 80% de la population est d'accord avec l'aide médicale à mourir, avec les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Et puis, un peu plus 60% des médecins qui sont d'accord avec ça aussi. Ça veut dire quoi, les étapes? Bien, par exemple, j'ai une maladie d'Alzheimer, je vais relativement bien, j'oublie des petites choses, bon. Mais lorsque je serai rendu à telle étape de ma maladie, par exemple, si je deviens incontinent double, ou par exemple, si je ne reconnais plus mes petits-enfants, ou par exemple, si je me perds lorsque je sors de chez moi à pied, bien, ça, à chaque personne de mettre ses propres limites. Alors, c'est la Commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie qui, le 8 décembre 2021, au Québec, a déposé son rapport qui est remarquable. Vous pouvez l'obtenir sur notre site ou juste en tapant sur votre moteur de recherche, vous allez l'obtenir. Je passe très rapidement. 3 points importants dans des demandes anticipées. Jamais ça va toucher les patients qui ont une forme grave de déficience intellectuelle ou du trouble du spectre de l'autisme. Pourquoi? Parce que jamais ces patients-là n'ont été aptes à décider pour eux-mêmes. Donc, il n'est pas question de donner de l'aide médicale à mourir à des patients qui seraient déficients, puis on dit, ben, tiens, on va faire un petit peu de ménage dans l'hôpital. Non, 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 non. Totalement interdit. Même chose pour les personnes qui seraient victimes d'un traumatisme crânio-cérébral majeur, qui deviennent comateux, qui n'ont pas fait leur directive médicale anticipée, ou ceux qui ont un accident vasculaire cérébral qui les laisse dans le coma, ou tout au moins inaptes à prendre une décision pour eux-mêmes. Si ces personnes-là n'ont pas fait une demande anticipée au préalable, ou si ces personnes-là n'ont pas fait leur demande médicale anticipée, leur directive médicale anticipée, pardon, elles ne peuvent pas avoir l'aide médicale à mourir. Encore une fois, le principe absolu, c'est l'aptitude du patient à le demander à un moment donné X et de dire oui, quand je serai dans tel état, je veux obtenir l'aide médicale à mourir. Alors, il reste les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Pourquoi c'est important? Bien, ces personnes-là n'ont pas toujours été inaptes à consentir à des soins, bien sûr. Avant d'avoir leur diagnostic et même au début du diagnostic, elles étaient tout à fait aptes.
Elles ont la capacité de donner à l'avance un consentement très éclairé. Voici ce qui va se passer avec votre maladie, puis voici où on s'en va. Mais elles peuvent obtenir un diagnostic de leur maladie avant de devenir inaptes. Alors ça, c'est les points les plus importants. Et le point, encore une fois, le plus important, parce qu'on se fait demander souvent, ben moi, là, j'ai un parent qui a eu l'Alzheimer, puis j'ai 30 ans, puis je veux pas m'en aller là. Je pourrais-tu faire ma demande médicale d'aide médicale à mourir au cas où je l'aurais? Non, non, non. Il faut qu'il y ait un diagnostic qui soit donné. Alors, je vais passer par-dessus les arguments. Juste pour peut-être celui-là ici, même en présence des meilleurs soins et traitements, une personne avec un trouble neurocognitif devrait avoir la possibilité de choisir sa fin de vie. On retourne encore à la première diapositive, autonomie et dignité du patient. Il y a un dernier point qui est significatif, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la démence heureuse. Il y a des gens qui nous disent, les opposants essentiellement, « Oui, mais là, on les voit, les vieux dans le CHSLD, ils se bercent, puis ils chantonnent, puis ils ont de l'air bien. » Puis on ne peut pas savoir s'ils sont souffrants. Puis comment peut-on savoir si, même si la personne a fait sa demande médicale anticipée, bien peut-être qu'elle veut changer d'idée. Comment peut-on raisonnablement penser qu'une personne qui est devenue démente a la capacité de changer d'idée, alors que pour le testament, puis pour tout ça, jamais personne ne pose ces questions-là. Donc, une personne qui, avec toutes ses capacités, dit « Moi, je ne veux pas aller plus loin », dans ma détérioration cognitive, bien pourquoi est-ce qu'on ne l'accepterait pas, que même si elle semble pas trop souffrante, mais elle semble se bercer, même si elle semble bien, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas que pendant les 70 ans précédents de sa vie, cette personne-là a été Madame X ou Monsieur Y, et donc on accepte et on doit accepter ce qu'était cette personne-là. Donc, les recommandations de la Commission transpartisane, premièrement au Québec, encore une fois, la Commission recommande qu'une personne majeure et apte puisse faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir à la suite de l'obtention d'un diagnostic. Recommandation numéro 4, la Commission recommande que la personne indique clairement les manifestations de son état de santé, c'est ce que je vous disais, à quelle étape je veux me rendre ou ne pas me rendre. Et enfin, recommandation numéro 8, c'est que la personne désigne un tiers de confiance, c'est-à-dire que je nomme mon neveu, mon fils ou mon petit-fils responsable de moi. Écoute-moi bien, les jeunes, ils s'appellent des drôles de noms, là. Noé. Écoute-moi bien, Noé. Quand je vais être rendu que je ne te reconnais plus, tu avertis les docteurs et les infirmières que c'était ça que je voulais pas aller plus loin que ça. Et là, Noé va l'avertir l'équipe soignante. L'équipe soignante va vérifier si monsieur ou madame est bien rendu à cette étape-là. Pourquoi c'est important et pourquoi je trouve que c'est une très belle idée? Ça enlève le fardeau de la décision des épaules du tiers de confiance, fils, neveu, nièce, qui vous voulez, et ça enlève aussi le fardeau à l'équipe soignante de décider « Ah ben là, monsieur, qui j'ai dit tout à l'heure, monsieur Tartampion est rendu à ce point-là, donc on va donner l'aide médicale à mourir. » Non. Donc là, il y a un fardeau partagé, il y a une décision partagée, puis évidemment, ça ne se fera pas dans 24 heures. Ça prend une bonne évolution, savoir exactement où est rendu le patient. Le projet de loi 38 affirmait tous ces éléments-là, mais on espère bien qu'il va être représenté bientôt au Québec. Là, on a un petit chevauchement, parce que même si le Québec adopte une loi très bien faite, on va encore être pris avec le Code criminel qui, lui, ne le permet pas. Donc, il va y avoir des petites discussions fédérales, provinciales, des mois de plaisir et de bonheur. Ce qui ne change pas et ne devrait jamais changer, l'inaccessibilité de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes depuis toujours, les déficients intellectuels, et l'inaccessibilité de l'aide médicale à mourir aux personnes devenues inaptes. Pourquoi c'est important? Parce que là, c'est plus de l'euthanasie, euthanasie, bonne mort en grec, mais ça devient de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on sélectionne des patients. Et quand les gens disent, mon Dieu, quand les gens disent que l'euthanasie, c'est ce que les nazis ont fait, c'est pas vrai. Les nazis ont fait de l'eugénisme, c'est pas du tout pareil. L'euthanasie, ça a déjà été décrit par un philosophe, Francis Bacon, déjà au 17e siècle, donc c'est pas d'hier. Et l'eugénisme, c'est tout à fait différent. Donc ça, c'est une ligne rouge absolument infranchissable. L'aide médicale à mourir, c'est un soin légitime, légal, moral, éthique et compassionnel. L'aide médicale à mourir n'enlève absolument rien aux gens qui veulent aller jusqu'au bout de leur vie. Je vous l'ai dit au tout début, c'est moins de 5% des gens actuellement, malgré les lois depuis 6 ans, qui meurent par aide médicale à mourir. La grande majorité des gens veulent aller au bout de leur vie. Et comme je dis toujours, il n'y a personne qui se lève un matin en se disant « Tiens, un matin,
Bon, allez voir l'Espérance, là, m'a demandé l'aide médicale à mourir. C'est pas de même, ça se passe du tout. Ces patients-là, ils l'ont réfléchi longtemps. C'est un très long processus. Sauf peut-être dans les patients qui allaient très, très bien, comme celui que j'ai vu avant-hier, qui allait très bien, qui est encore actif, disons, le mercredi au mois de mai. Le jeudi, il se retrouve à l'hôpital, on lui donne un diagnostic de cancer cérébral, un glioblastome, qui est évidemment inopérable, puis évidemment qui est mortel. Alors, ces gens-là, ils ont une période d'aptitude, enfin, il y a une période pour prendre connaissance de leur condition qui est beaucoup plus courte, mais la grande majorité des gens font un deuil progressif, et c'est très bien comme ça. Voilà. Vous pouvez aller visiter notre site aqdmd.org, c'est facile à retenir. Vous allez avoir des tas de renseignements là-dessus. On a des éditoriaux, moins violents que parfois ce que je peux écrire. On a des chroniques, et il y a toute la démarche aussi qui est expliquée là-dessus. Je vous remercie et vous mettre sur cette image du Bas-Saint-Laurent, bien évidemment, que tout le monde connaît. Et voilà. C'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié le contenu qu'on a préparé pour vous. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de sujets à nous proposer, je vous invite à faire tout ça sur tcbh.tv, à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas surtout d'activer les notifications pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.